Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais laisser les derniers retardataires s'installer. Voilà, il reste des places devant. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cet événement de restitution du projet Spirou, que vous soyez ici avec nous dans la salle à Paris ou par écran interposé, un projet porté depuis 2022 par le CSTB, Caliconsult, Mobius, AdKMT et le Booster du Remploi, et un projet soutenu par l'ADEME. Alors quelques mots pour peut-être me présenter. Donc, je passerai l'après-midi avec vous à l'animation. Je m'appelle Baptiste Roudirich, j'explore les grandes transitions urbaines pour différents médias. J'ai également un podcast sur ces sujets, et quand Vincent et Alexa m'ont appelé pour me proposer d'animer un projet Spirou, j'ai tout de suite envisagé de me doter d'un costume rouge de groom, mais ils m'ont arrêté tout de suite, ils m'ont dit on ne va pas parler de bande dessinée, on va parler de réemploi, et c'est pour ça qu'on t'a convié. Donc blague à part, je suis très heureux d'animer cet après-midi, et je suis très heureux aussi d'avoir eu l'occasion de rencontrer les différents intervenants. Je vous propose de regarder notre sommaire. Alors, je pensais... Oui, voilà, le voici. Donc, l'ouverture dans quelques instants avec Jérémy Almosny, directeur Ville et Territoire durable de l'ADEME. Nous viendrons ensuite, évidemment, à la présentation du projet Spirou et de ses livrables. On fera une petite pause à peu près dans cette partie-là pour prolonger les discussions. Et puis, je vous retrouverai en fin d'après-midi pour les deux tables rondes, l'une sur la sécurisation des pratiques et l'autre sur les centres de reconditionnement. Et puis, nous laisserons à Sylvain Laurenceau du CSTB le soin de clôturer cette journée. Voilà pour le sommaire. Eh bien, je vous propose de céder ma place à Jérémy Almosny pour l'ouverture de cet après-midi. Bienvenue, Jérémy. On peut vous applaudir, bien. Vous m'entendez correctement? Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Donc, je représente de cette façon ma collègue Solène Marie, qui a été vraiment l'artisan de ce projet pour le compte de l'ADEME. Donc, la direction Ville et Territoire Durable, c'est une direction qui adresse 4 grandes verticales, la verticale bâtiment, la verticale transport et mobilité, qualité de l'air et cité sol pollué. Donc, les enjeux de la complexité de la ville sont au cœur de nos sujets du quotidien. Et donc, on va parler aujourd'hui effectivement de réemploi. Et donc, dans mes propos liminaires, je voulais tout simplement parler du contexte d'où on part, et je pense que ça me paraît être important pour savoir le défi qui est devant nous et comment le projet Spirou, d'une certaine façon, y répond. Alors, les chiffres clés du bâtiment, si ça vous intéresse, on a une étude annuelle qui est publiée, qui donne un panorama global des déchets, et sur le sujet bâtiment, c'est 40 millions de tonnes aujourd'hui produites, les déchets du BTP 213 millions de tonnes, et on voit bien que sur la plupart de ces déchets, on est déjà en capacité de les valoriser, car la plupart sont des déchets inertes, on parle de 80% des déchets, et qu'il nous reste encore 20% restants sur lesquels il va falloir travailler davantage. Alors, le corpus législatif s'est renforcé maintenant depuis plusieurs années, que ce soit sur les objectifs que fixe la LTE-CV ou encore le corpus réglementaire européen, qui pousse en tout cas à une valorisation des déchets du BTP à hauteur de 70%, ce qui donne d'une certaine façon une tendance, un objectif, et puis des défis pour le secteur et la filière. L'obligation également l'obligation de tri du passage de 5 à 7 flux figure là aussi une opportunité pour mieux valoriser ces déchets. Et malgré tout, les pratiques du réemploi restent encore aujourd'hui marginales. Vous le savez autant que moi, mais on a beaucoup d'espoir avec l'émergence de la filière REP PMCB de renforcer ce taux de réemploi. Je crois que les cahiers d'agrément, les cahiers des charges de l'agrément qui se termine fin 2027 fixent un objectif quantitatif ambitieux. On est aujourd'hui à moins de 1% de réemploi, et on viserait 4% de réemploi. Donc, si des éco-organismes dans la salle, et je me trompe, levez la main, mais c'est bien cet objectif. Voilà, donc c'est 400 000 tonnes de déchets réemployés à 1,6 million de tonnes sur le gisement des 40 millions de tonnes que j'évoquais tout à l'heure. Et nous-mêmes, dans nos scénarios prospectifs, lorsqu'on se projette d'ici 2050, grosso modo, le gisement de ces 40 millions de tonnes varie peu.
hormis un scénario qui met en évidence la démolition, construction, où là on a une augmentation notable. En revanche, dans les objectifs qu'on fixe d'ici 2050, dans nos scénarios prospectifs, on évoque effectivement un taux de réemploi à 10%. Alors dans ce contexte, effectivement, on peut saluer, et je remercie à nouveau le CSTB et ses partenaires pour l'invitation, le projet Spirou, qui participe pleinement à l'évolution et la consolidation des pratiques du réemploi donc, pendant ces 2 années de projet et de programme. Donc on a effectivement de véritables avancées, des outils construits pour vous et avec vous, pour à la fois rassurer, mais aussi outiller le secteur du réemploi, des maîtrises d'ouvrage et donneurs d'ordre. Et tout ce qui va vous être présenté tout au long de cet après-midi, je l'espère, vous donnera envie davantage de s'engager et puis vous donnera également des éléments utiles. Et je crois que dans le sujet du réemploi, j'en parlais avec Alexia au café, c'est bien le secteur assurantiel qu'il faut essayer d'aller chercher et rassurer. Et je crois que ces 10 fiches, ces 10 notes méthodologiques donnent des éléments extrêmement utiles, tant sur les opportunités offertes par le réemploi de ces 10 familles de produits, équipements et matériaux, mais aussi les contraintes à lever, qui seront là aussi des outils de travail extrêmement intéressants pour le législateur, mais aussi pour l'administration centrale et l'ADEME, pour faire évoluer les règlements et les éléments en vigueur. Donc félicitations au projet Spirou. Et comme j'ai la tribune, forcément, je peux vous parler de l'ADEME, plus spécifiquement parce que le projet Spirou s'inscrit pleinement dans nos champs d'intervention, c'est-à-dire les actions de recherche, développement, d'innovation et d'acquisition de connaissances, dans un contexte où le budget de l'ADEME sera quelque peu chahuté. On fait encore quand même on fait des choses. Effectivement, le projet Spirou est lauréat de notre appel à projet recherche bâtiments résilients, et donc je salue à nouveau les porteurs de projets. Donc on a publié en mars dernier une feuille de route bâtiment qui dresse un cap à 5 ans sur le champ d'action de l'ADEME sur le sujet du bâtiment. C'est un triptyque, hein. Le premier, c'est travailler sur nos trajectoires. J'évoquais le scénario de transition 2050 et nous sommes en pleine révision de cet exercice où on devra se réinterroger sur nos visions de notre société d'ici 2050-2060, où on aura là bien sûr à se questionner à nouveau sur le sujet du réemploi. Dans ces trajectoires, nous évoquons aussi l'enjeu emploi et compétences, et je cite une production qui pourrait vous intéresser, hein. C'est un projet européen Build Up Skills, où on donne là aussi quelques éléments concrets sur la place de la sobriété, de l'économie circulaire comme opportunité pour permettre au secteur de se transformer. Je pourrais être très exhaustif sur tout ce qu'on fait, mais je vais éviter d'être trop barbant. On a également de la valorisation de bonnes pratiques et des outils, des guides pour aider justement les acteurs de la filière. Et en l'occurrence, je vais en citer 2 qui sont disponibles sur notre librairie gratuitement, bien entendu. Donc c'est le guide sur l'économie circulaire et la réversibilité, qui donne là aussi des éléments intéressants pour accompagner le réemploi. Et puis également un ouvrage collectif, hein, Adem Parenthèse, qui permet d'évoquer l'intégration de l'économie circulaire vers des bâtiments plus réversibles, plus démontables et plus réutilisables. Enfin, l'ADEME, c'est aussi du financement de projets. Donc on a différents mécanismes d'intervention que vous connaissez certainement très bien. Le fonds économie circulaire, dans lequel nous avons une ligne qui est dotée au réemploi et qui aujourd'hui, on va dire, est peut-être modeste au regard des enjeux, mais c'est quand même 5 millions d'euros, et cette enveloppe, bien sûr, sera à adapter au regard des évolutions qui seront envisagées aux côtés de la filière REP PMCB. Enfin, pourquoi toutes ces actions, que ce soit de l'acquisition de connaissances, du financement de projets ou encore des guides et des outils pour accompagner les acteurs économiques, mais aussi nourrir les politiques publiques locales? C'est parce qu'on a bien conscience des enjeux qui sont devant nous, et je voulais vous les partager en guise de conclusion de mon propos introductif. C'est effectivement le rôle majeur des maîtrises d'ouvrage, notamment des collectivités locales, où il va falloir davantage les sensibiliser, les informer, les outiller pour pouvoir faire du réemploi un élément réflexe de leur stratégie d'aménagement du territoire. La question également de l'offre, hein, en matière de PMCB, qui reste encore un sujet à l'agenda. Donc c'est anticiper la dépose sélective et la mise à disposition de PMCB réemployables. Au-delà de l'offre, il y a la question de la demande, et là aussi étudier de manière systématique la possibilité d'introduire des PMCB issus du réemploi dans toute opération qui sont conduites.
Et puis j'évoquais plus globalement la question de la filière, et donc il va falloir là aussi travailler sur cette structuration filière avec des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs, une nouvelle valeur ajoutée à répartir. Donc j'évoque en l'occurrence les acteurs de l'ESS, mais pas que. Et là aussi, nous avons une série d'études et de travaux en cours permettant de travailler sur cette structuration filière, quand bien même sur les sujets emploi compétences, les acteurs, mais aussi comment les collectivités seraient en capacité d'accompagner justement ces acteurs du territoire à permettre la mise en place des infrastructures, des plateformes et des pratiques les plus adaptées aux travaux du territoire. Et c'est parmi les recommandations du projet que j'ai cité tout à l'heure, hein, le projet Build Up Skills, vous avez quelques éléments. Et enfin, étant donné que la direction Ville et Territoires Durables adresse aussi le sujet du transport et de la mobilité, on a bien conscience que le transport est aussi un sujet, hein. On voit bien que le coût de la logistique est un sujet aussi discriminant sur le recours au réemploi. Donc il va falloir s'assurer que nous travaillons sur l'optimisation du remplissage des véhicules pour pouvoir là aussi rendre plus accessible et alléger le coût du réemploi, et ça nécessite de retravailler les proximités et ces stratégies logistiques. Et dans mes équipes, au niveau du service transport et mobilité, ce sujet-là est aussi regardé, et on prévoit un avis sur la logistique urbaine d'ici le premier trimestre 2025. On aura quelques éléments qui pourraient vous intéresser. Et enfin, je termine sur ce sujet d'actualité parce qu'il est pleinement au cœur des débats parlementaires aujourd'hui, c'est la sobriété matière. Ça s'associe très bien aussi à la sobriété foncière. Ça fait partie également du périmètre d'intervention de l'ADEME, et donc ne pas oublier qu'on a un objectif ZAN qui est toujours devant nous, et qu'il va falloir bien sûr intensifier les usages voilà, pour répondre aux prochains défis qui sont devant nous et qui sont à relever. Là, j'en dirai pas plus, et je vous souhaite un très bon séminaire, un très bon échange, et je laisse la parole à Spirou, c'est ça, enfin, merci. Merci Jérémy, voilà, j'ai récupéré un surnom, je suis fichu. Alors, le moment est venu de passer à la restitution. Je voudrais, juste avant d'inviter les différents intervenants sur scène, rappeler que c'est aussi un événement auquel vous pouvez participer, puisque ici, à Paris, nous avons des micros pour les questions, et puis vous pouvez également poser vos questions en ligne via le petit chat du live. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, il y aura des temps de questions-réponses, que ce soit lors de la restitution ou tout à l'heure dans les tables rondes. Donc voilà, vous pouvez également interagir avec durant toute cet après-midi. Et pour lancer cette restitution, eh bien, je vais céder la parole à Alexia Roll, qui est ingénieure recherche et expertise au sein du CSTB et qui va tout vous expliquer de cette restitution. Bienvenue Alexia. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent en présentiel et en distanciel. On va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet du projet et de tous ces livrables. Hop, je descends un peu plus, je n'ai pas la même taille que tous les intervenants. Pour commencer, sur la présentation du projet, on va faire un rapide contexte et un rappel des objectifs du projet. Et ensuite, on vous présentera tous les livrables qu'on a pu livrer au cours du projet, donc les notes méthodologiques de diagnostic et d'évaluation des performances pour le réemploi, les notes synthétiques, la feuille de route pour la création d'activités de reconditionnement, les préconisations d'éco-conception en vue d'un réemploi et l'analyse économique des facteurs impactant le développement d'une filière de réemploi. Donc, les livrables seront présentés par les différents partenaires du projet. Pour entrer du coup rapidement dans le contexte qui a été évoqué par Jérémy précédemment, on va pouvoir un peu rappeler justement les points clés qui nous ont poussé à créer le projet Spirou. Le projet Spirou, c'est sécuriser les pratiques innovantes de réemploi via une offre unifiée. Et ce qui peut être assez important, c'est de rappeler la définition du réemploi. Aujourd'hui, le réemploi se définit comme toute opération qui vise à utiliser de nouveau un produit pour un usage identique pour lequel il a été conçu. La réutilisation, donc le réemploi, le produit ne passe pas par le statut de déchet, tandis que pour la réutilisation, c'est utiliser de nouveau donc un produit qui passe par le statut de déchet pour un nouvel usage, et le recyclage, toute opération qui vise à valoriser des déchets pour les retraiter en tant que substance, produit.
On aime bien utiliser l'exemple de la porte. On parle de réemploi quand la porte est utilisée de nouveau en tant que porte. On parle de réutilisation quand on utilise la porte pour en faire une table. Et ensuite, on parle de recyclage quand on utilise la porte pour la broyer et ensuite faire des panneaux de MDF. Donc pour revenir rapidement sur le réemploi dans le secteur du bâtiment, mais ça a été évoqué précédemment. Donc le réemploi reste une pratique marginale dans le secteur du bâtiment. Moins de 1% des produits sont réemployés, en tout cas dans le territoire Europe Nord-Ouest, d'après une étude. Pourtant, les impacts environnementaux sont assez positifs. On a la réduction de l'extraction des ressources, la réduction de la production des déchets, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et à côté de ça aussi, on a un contexte réglementaire qui a évolué en faveur du réemploi, notamment avec donc la réglementation environnementale 2020, la filière REP, PMCB, le diagnostic PEMD. Mais face à tout ce contexte assez positif pour les réemplois, on rencontre quand même certains enjeux, en tout cas pour le développer et le massifier. Les différentes pratiques doivent faire face à un manque de reconnaissance vis-à-vis des process de justification des performances de produits, équipements et matériaux, et aussi un besoin de rentabilité des modèles économiques des acteurs qui sont impliqués donc dans la filière. Et parce que en fait, la massification du réemploi va forcément passer par le développement de centres de reconditionnement, qui sont des acteurs assez centraux pour la filière et le bon fonctionnement de la filière de réemploi. À côté de ça, on a des démarches de rédaction de kits qui avaient pu déjà commencer au préalable du projet, notamment avec le projet Fondation Bâtiment Énergie, où 8 guides avaient pu être publiés. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que s'ancre le projet Spirou. Son objectif, c'est de développer des outils techniques et méthodologiques qui permettent la sécurisation des pratiques de réemploi et qui vont aussi accompagner les acteurs de l'offre justement à développer leur filière, leur activité et à les structurer. C'est un projet de recherche qui a duré 2 ans, qui a commencé en septembre 2022 et qui s'est terminé en septembre 2024. On a eu un enjeu assez important lors du projet, c'était de diffuser fortement les informations auprès de tous les acteurs pour qu'ils puissent suivre les différents travaux. L'objectif du projet se décline en 2 axes. Donc, le premier axe, ça a été de rédiger les notes méthodologiques complètes de diagnostic et les protocoles de caractérisation sur les familles de produits, équipements et matériaux qui étaient visés dans le projet. Et ensuite aussi des versions plus synthétiques qui seront plus accessibles également. Et un deuxième axe qui va être d'accompagner la filière justement à développer des activités de reconditionnement et les aider à faire reconnaître leur processus et à développer des offres sécurisées. Le projet était composé de plusieurs comités. Le premier comité était le comité de pilotage du projet. Donc, ça a été rapidement présenté. Donc, le comité de pilotage a été composé donc, par le avec le CSTB en tant que coordinateur et les partenaires, donc Qualiconsult, le bureau de contrôle, Mobus Réemploi, donc le centre de reconditionnement, et ensuite la cellule Booster du réemploi, qui est un projet porté par l'entreprise A4MT. Et du coup, le comité de pilotage était complété par l'ADEME, qui était soutien financier pour ce projet. Ensuite, le second comité du projet était le comité de suivi. Donc, ça a été un comité qui a été consulté au cours du projet pour valider les orientations du projet. Il est composé du coup du comité de pilotage qui a été cité précédemment et de plusieurs acteurs représentatifs de la filière du bâtiment. Notamment tout ce qui est assureur, éco-organisme, la DHUP, la DGPR, les fédérations professionnelles. Et donc voilà, vous voyez tous les acteurs qui étaient impliqués sur cette slide. Et ensuite, on a voulu aussi impliquer tous les acteurs de la filière, justement, comme j'ai pu le présenter dans l'objectif du projet, c'était de diffuser les informations. Donc on a créé le club des acteurs de l'offre de réemploi. Donc, c'était constitué de l'ensemble des acteurs qui souhaitaient être partie prenante du projet, être tenus au courant des avancées du projet et si possibilité de participer s'ils le souhaitaient. Ça a regroupé environ 250 acteurs, donc on a été assez heureux et on les remercie tous pour leur intérêt.
L'objectif, du coup, c'était d'être assez transparent, de leur diffuser les travaux. On a pu notamment les solliciter aussi dans l'autre sens pour nous faire remonter des retours d'expérience pour compléter nos travaux. Finalement aussi, on a des acteurs qui ont été plus indirectement impliqués dans le projet, vu qu'ils nous ont fait remonter des retours d'expérience pour compléter nos travaux et les enrichir. Voilà. Donc le projet Spirou se concentre sur 10 familles de produits, équipements et matériaux. Ces familles de produits ont été choisies par les partenaires au début du projet, suivant différents critères, des critères économiques, des critères environnementaux. Est-ce que, par exemple, la famille représente un fort gain carbone, des critères logistiques, est-ce que c'est compliqué niveau manutention, est-ce que c'est compliqué niveau transport. Donc on en est arrivé à la conclusion de ces 10 familles de produits suivantes, donc, que sont les blocs-portes, les appareils sanitaires, les dalles de moquette, les charpentes en bois, les radiateurs à eau, les armoires électriques et protection modulaire, les luminaires, les bardages, les briques et les conduits de ventilation. Donc on regroupe à la fois des produits de construction et des équipements électriques. Et pour faire un peu un avant-goût de ce qui va être présenté ensuite, la synthèse des livrables donc, qui vont être publiés sur la librairie de l'ADEME. Donc on va retrouver les notes méthodologiques, une note méthodologique déclinée sur chaque famille de produits, qui ensuite qui a donné lieu du coup aux notes synthétiques, donc qui sont des documents, comme le nom l'indique, plus synthétiques. Une aussi sur chaque famille de produits et complétée ensuite par des documents, donc une feuille de route pour la création d'une activité de reconditionnement, des préconisations d'éco-conception, produits et ouvrages en vue d'un réemploi et également un rapport sur l'analyse des facteurs pouvant impacter le développement de la filière de réemploi. Donc voilà, tous ces livrables seront disponibles gratuitement sur la librairie de l'ADEME. Pour entrer dans le vif du sujet, du premier livrable, donc les notes méthodologiques de diagnostic et d'évaluation des performances pour le réemploi. Pour résumer, c'est des documents qui sont destinés aux acteurs désireux de créer une activité de réemploi. C'est des documents qui sont appuyés sur le contexte normatif et réglementaire et qui vont venir un peu souligner tous les points de vigilance à avoir du moment de la dépôt jusqu'au moment de remise en œuvre, tout en identifiant les performances à justifier sur chaque famille de produits. C'est des documents donc, qui ont été rédigés par différents rédacteurs, qui ont été aussi appuyés par des appuis techniques de chaque partenaire et qui, du coup, ont donné lieu à 10 notes méthodologiques. Ces notes méthodologiques, du coup, ont été complétées par les contributions des acteurs. Donc, on a fait appel au club des acteurs de l'offre et on a pu avoir, du coup, la participation des relecteurs. On a eu plus d'une centaine de relecteurs, qui ont participé à la relecture des notes. Donc, ils ont pu nous faire remonter leurs remarques par rapport à une première version qu'on a pu ensuite amender, justement, par leurs commentaires. Pour rentrer un peu dans le détail, pour mieux visualiser ce que contient une note, on est parti d'une trame commune qui a été adaptée en fonction des familles, en fonction des différentes difficultés qui se montraient sur les familles. Mais en soi, on retrouve à peu près le sujet de l'objet de la note méthodologique, donc tout ce qui est domaine d'application, les textes de référence et les définitions, tout ce qui est diagnostic du produit dans l'ouvrage. Il y aura aussi une partie préconisation de dépôt, stockage et transport. La partie importante de performance et mode de preuve, quelles sont les performances à justifier, comment les justifier. Et ensuite, une partie sur les poses des éléments réemployés. Certaines notes méthodologiques sont complétées par des perspectives de recherche pour faciliter le réemploi et aussi complétées par une annexe pour certaines, une fiche information réemploi qui regroupe un peu toutes les informations de diagnostic à récupérer. Donc c'est un peu un outil pratico-pratique qui sera utile pour les acteurs. Et ensuite, je vais pouvoir laisser la parole à Mathieu Faye de Caliconsult pour vous présenter un peu plus le contenu de chaque note. Merci et bonjour à tous. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est effectivement les 10 notes méthodologiques. Et le plus petit document que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelait le document chapeau. C'est finalement un document introductif
qui va donner un peu les règles du jeu par rapport à ces notes méthodologiques. Donc dedans, vous allez retrouver des indications sur le domaine d'emploi, qui regroupe finalement toutes les notes, des indications, le glossaire, donc avec les définitions qu'on a un petit peu évoquées juste avant, et puis finalement les indications sur comment utiliser ces 10 notes méthodologiques. Donc la présentation des notes méthodologiques, vous voyez que sur chacune des notes, il y a un pictogramme qui est associé à la famille de produits, et vous avez tout en bas l'intitulé de la famille concernée. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des familles. Le but, c'est juste de vous présenter un petit peu plus en détail le domaine d'emploi de chacune de ces notes méthodologiques. Donc la première note méthodologique, là je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est Élodie Massé qui présentera la 10e note qui porte sur les briques et donc qui rentrera un petit peu plus dans le détail, justement pour voir la structure, le squelette de cette note méthodologique. La première note méthodologique, c'est sur les blocs-portes, donc c'est les menuiseries intérieures qui sont mises en œuvre selon les dispositions du DTU 2541, des blocs-portes qui sont à simple action, en bois ou en acier, à un seul ventail et sans imposte. Les blocs-portes à performance au feu ne sont pas visés par la note méthodologique, tout simplement parce qu'il y avait des exigences à apporter sur la justification de ces performances au feu et qu'aujourd'hui, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir l'intégrer dans le domaine d'emploi des notes. Il faut voir ce domaine d'emploi comme quelque chose qui sera certainement évolutif à terme. Donc aujourd'hui, on s'est basé sur ce qu'on avait pour pouvoir finalement intégrer ces éléments dans la note, mais probablement que des versions supplémentaires viendront modifier un petit peu ce domaine d'emploi. La note méthodologique sur les appareils sanitaires, donc ce sont des appareils sanitaires en céramique, lavabo, lave-mains, vasque, cuvette de WC, receveur de douche. On a systématiquement un remplacement à neuf des mécanismes, notamment on pense aux mécanismes de chasse, les joints et les fixations. D'une manière générale, on verra que dans chacune des notes méthodologiques, tout ce qui est élément d'usure et élément de fixation sera remplacé à neuf. La mise en œuvre selon les dispositions du NFDTU 60.1, partie 1.1.3. La note suivante sur les dalles de moquette. Donc on parle des dalles de moquette touffetées à velours bouclé, en opposition au velours coupé. Mise en œuvre plombante, amovible avec un produit de maintien. Alors on va pas aujourd'hui, on va pas intégrer finalement, on n'a pas intégré dans ces notes le collage, les moquettes collées, tout simplement parce qu'il y a possibilité justement de les démonter plus facilement quand on est sur un produit de maintien. Initialement sur un domaine d'emploi qui couvre les locaux de type bureau, tout simplement parce que c'est la ressource majoritaire et que en termes d'exploitation, on a une sollicitation qui est un peu moindre, et une mise en œuvre selon le DTU 53.12. La note méthodologique sur les charpentes en bois. Là, on va parler des charpentes traditionnelles en bois, initialement orientées sur les fermettes, les charpentes industrielles. Il y a eu une redirection sur cette famille-là, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le coût matière sur les charpentes traditionnelles était plus intéressant que sur les charpentes industrielles, d'une part, et d'autre part, on constate un petit peu plus de pathologie sur les charpentes industrielles que sur les charpentes traditionnelles. Donc l'orientation a été faite sur ces charpentes traditionnelles. Quand on entend traditionnel, c'est au sens du DTU 31.1. Ne sont pas intégrés les éléments en bois lamellé-collé, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur justement la pérennité du joint de collage et l'évolution éventuelle des caractéristiques mécaniques. Ne sont pas intégrés non plus les lames de platelage, qui sont des éléments extérieurs avec une sollicitation qui est très importante. La note méthodologique sur les radiateurs, donc les radiateurs métalliques à eau, en fonte ou en acier. Essentiellement, ce sera les éléments de corps qui seront conservés, de corps de chauffe,
Encore une fois, les éléments de fixation, les accessoires ne seront pas conservés. Le cas échéant, les consoles et les pieds sont conservés parce que c'est les éléments qui vont faire la liaison tout simplement entre le radiateur et les éléments de fixation. Les armoires électriques et les protections modulaires. Donc là, ce document va porter sur les enveloppes et les dispositifs de protection modulaires. Armoire électrique dont la puissance est limitée à 240 kVA maximum, ce qui correspond à une exploitation d'une habitation ou de bureau, ne vise pas les fusibles et les coupes-circuits, et les protections modulaires ont une validation du processus de requalification par le fabricant. On est sur des éléments de sécurité et il y a effectivement une requalification nécessaire par le fabricant. Concernant les luminaires, donc des luminaires incorporant une source lumineuse électrique, des luminaires utilisant une source soit à LED, à fluorescence, à incandescence, compte tenu de l'évolution des technologies, possibilité de s'orienter vers des kits qui permettront d'intégrer les ampoules LED dans ces luminaires, ou éventuellement de s'orienter vers des tubes fluorescents à LED. Concernant les bardages rapportés, on est sur des bardages ventilés, avec une lame d'air ventilée, en tuiles de terre cuite, en béton, panneaux de fibre ciment, à condition qu'ils aient été fabriqués après 1997 pour des raisons de produits amiantés, avant 1997, ardoise fibre ciment et naturelle. Or ossature, isolant et système de fixation qui seront à adapter en fonction de l'exposition envisagée. Et une mise en œuvre qui sera conforme au DTU 45.4. Les conduits de ventilation, on va parler des conduits de ventilation rigides, circulaires, spiralés, en acier galvanisé uniquement. Ne concernent pas les applications industrielles ou les locaux dits à pollution spécifique. Et ça, d'une manière générale, on se rend compte que dans les guides, cette question de la pollution a été intégrée. On a parlé de l'amiante juste avant. Et donc, vous verrez que dans les guides, finalement, ça a été envisagé. Et donc, on essaie de trouver des solutions. Soit il y a possibilité de dépolluer ces matériaux, soit on va être obligé d'écarter ces produits. Je vais laisser la parole à Élodie Massé pour la présentation de la note BRIC. Bonjour à tous. Merci Mathieu et Alexia pour l'introduction. Donc, en effet, on va rentrer un petit peu plus dans le concret d'un des guides. On a choisi aujourd'hui le guide BRIC pour ça, pour illustrer un petit peu le contenu que vous pourrez espérer des guides. On a un temps limité pour le présenter, donc vous pourrez voir plus de détails dès aujourd'hui, en principe, sur le site de l'ADEME. En termes de périmètre, pour le guide BRIC, on va parler des briques pleines de terre cuite, qu'on va pouvoir envisager en réemploi en tant que mur de parement pour des cloisons séparatives non porteuses ou pour la réalisation de murs porteurs. On s'appuie sur les dispositions des NFDTU 20.1 et 20.13. On a décidé d'exclure dans le cadre de ces guides Spirou les murs enterrés, murs de soubassement qui vont être plus exposés aux remontées capillaires et donc qui vont être des cas un petit peu plus compliqués. En termes de périmètre, on va distinguer aussi les briques utilisées pour des maçonneries protégées, briques dites P, ou briques U pour les maçonneries non protégées. Donc, quand on dit briques P, on parle de briques qui vont être enduites et les briques U vont rester apparentes. Donc, on y reviendra dans la présentation sur la façon dont on distinguait ces briques et dont les propositions en fait, de méthodologie en fonction de ces différentes briques. Alors, comme l'a présenté Alexia tout à l'heure, on commence par le diagnostic de la brique dans l'ouvrage. Donc là, en fait, ça va nous permettre de voir à quelles conditions la brique a été initialement exposée. Et on va pouvoir faire un premier diagnostic, un premier tri. Donc, on va regarder la localisation du bâtiment. Donc, ça va nous indiquer pas mal de choses sur les conditions climatiques,
l'environnement qui peut être plus ou moins agressif pour d'autres raisons que le climat. Enfin, ça peut être un milieu acide ou ce genre de choses. On va regarder quel était l'usage et la localisation du produit dans l'ouvrage existant. Donc ça peut être un mur intérieur ou extérieur, on n'a pas les mêmes conditions, l'orientation ou l'exposition du bâtiment quand on est en mur extérieur, l'utilisation aussi éventuelle en pièces humides, on n'aura pas les mêmes comportements de la brique si elle est exposée à l'humidité. Et puis après, voilà, en fonction des températures auxquelles elle est exposée, tout ça, on va pouvoir avoir des premiers éléments. On va regarder aussi tout ce qui va être exposition à des produits chimiques, des environnements acides ou des pollutions. Les sollicitations mécaniques ou thermohydriques, donc si on était sur un mur porteur ou si on a été soumis à des cycles de gel et dégel importants qui auront pu modifier les propriétés des briques. Et puis après, tout autre type de sollicitation, ça peut être de l'entretien, tout type de finition appliquée pendant l'usage du bâtiment sur la brique. Donc ensuite, si on regarde vraiment plus précisément la brique et pas seulement l'ouvrage dans lequel elle est utilisée, donc on regarde le mode de pose. On sait que aujourd'hui les briques posées à la chaux ont de grandes chances de bien se déposer, donc celles au ciment en principe plutôt non. Et après on peut toutefois avoir des mortiers bâtards qui vont permettre de déposer les briques. Donc voilà, on va avoir besoin d'un diagnostic initial par rapport à ça. Puis ensuite, on va regarder un certain nombre de paramètres, tout ce qui est coloris. Ensuite, les dégradations potentielles de la brique, donc les épaufrures, les éclats, les fissures, la présence d'efflorescence, donc des dépôts de sel. Et puis après, d'autres choses comme les dégradations liées aux végétaux ou bien les éventuelles finitions, traitements de surface qui ont pu être appliqués. Donc ces informations-là vont permettre de réaliser un tri préalable. Donc on va avoir besoin de réaliser un test de dépose pour vérifier la faisabilité du réemploi. Donc on va regarder si au moins une des deux faces de la brique est intacte pour qu'elle puisse être utilisée, en apparent dans le nouveau projet. On n'est pas obligé d'avoir des briques forcément entières. Si on a à minima une demi-brique, on peut envisager de réutiliser au moins cette moitié. Puis on va faire un premier test de vérification de l'intégrité de la brique à l'aide d'un test sonore qu'on peut faire sur site. Écarter toutes les briques qui s'écaillent et puis ensuite être vigilant en fait à vraiment écarter toutes les briques en contact avec des polluants ou qui ont été dans certaines zones sensibles, plus exposées aux remontées d'humidité ou à tout type de pollution. Ensuite, alors, ce qui est vraiment préconisé pour pouvoir réaliser ensuite des essais et un échantillonnage satisfaisant pour caractériser les briques, c'est de pouvoir lotifier les briques en fonction de leurs conditions d'exposition initiale. Donc ça peut sembler un peu compliqué. C'est quelque chose à bien anticiper en chantier, mais ça va vraiment permettre de faciliter la caractérisation future des briques, parce dans le cadre du projet Spirou, on a pu visiter notamment un projet qui s'est approvisionné en briques de réemploi par un fournisseur qui regroupe des briques de provenance très différentes. Et on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de risques d'avoir des gisements non homogènes et de la perte ensuite. Donc le fait de pouvoir bien remonter à l'origine initiale, ça va permettre de fiabiliser les essais qu'on pourra faire. Et donc ensuite, dans les exigences qu'on a besoin de regarder pour la brique, donc on s'est concentré sur les exigences réglementaires d'abord, bien sûr. Donc il y a un certain nombre d'exigences réglementaires qui vont concerner en fait le bâtiment dans son ensemble et pas la brique spécifiquement. Donc là, par exemple, c'est le cas de tout ce qui va être incendie, sismique, thermique. Et donc pour ça, on va avoir besoin de démontrer une propriété minimum des briques pour pouvoir la prendre en compte dans l'ensemble de la caractérisation du bâtiment. Donc après, par exemple, pour la thermique, on va pouvoir prendre un coefficient pénalisant assez facilement, donc sans avoir besoin de trop
s'embarrasser, on va dire, de cette caractéristique-là. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont assez faciles à prouver. Pareil pour la réaction au feu, on peut assez facilement estimer que la brique ne présente pas de risque étant dépourvue de matière organique. Après, donc là, c'était une sélection des exigences réglementaires. Il y en a un petit peu plus qui sont explicitées dans le guide. Sur l'aptitude à l'emploi, donc ça, c'est plutôt issu du normatif. On a un certain nombre de caractéristiques à vérifier. Certaines sont en fait assez, on va dire, elles sont importantes pour le dimensionnement d'un projet, mais elles ne sont pas forcément très critiques. Après, on en a quelques-unes là dans la liste affichée à l'écran qui vont être plus importantes en fait à consolider, à confirmer pour la remise en œuvre de la brique. Donc par exemple, la résistance à la compression, l'adhérence aussi au mortier. Donc là-dessus, dans le guide, on propose des méthodes pour pouvoir aborder en fait ces paramètres qui vont être plus critiques, notamment la résistance à la compression. Donc là, vous avez à l'écran en fait l'organisation générale du guide sur les différentes configurations, enfin les différents domaines d'emploi qu'on va viser pour les briques. Donc à chaque fois, on aura les exigences à vérifier dans le cas d'une cloison intérieure, d'un mur double, d'un mur porteur, et pour les briques protégées ou non protégées. Et donc pour la résistance à la compression, on propose en fait une méthode de dimensionnement avec des coefficients pénalisants pour être, finalement, prendre en compte l'incertitude liée au réemploi et permettre de pouvoir requalifier la brique dans un nouveau projet. Ensuite, on propose aussi une méthodologie d'échantillonnage. Donc aujourd'hui, là je dis propose parce que c'est cette méthodologie, elle a vocation à évoluer. Là, c'est une première étape et en fonction des retours d'expérience, on pourra simplifier, alléger l'approche en fait, parce qu'aujourd'hui, on vérifie quand même beaucoup plus de briques proportionnellement que pour les briques neuves. Et j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de la lotification. En fait, l'échantillonnage comme ça n'a de sens que lorsqu'on a un gisement qui est homogène initialement. Donc, si on a des mélanges, on ne peut pas se fier à ces propositions-là. Donc voilà, le guide, par rapport en fait à tous les essais qui sont indiqués dans les tableaux complets sur les différentes caractéristiques des briques, on a donc les échantillonnages proposés. Et ensuite, donc, en termes de repose, donc ce que je disais en introduction, on s'appuie sur les NFDTU 20.1 et 20.13 et donc on va on va aborder les cloisons séparatives, les murs doubles en parement, non porteurs et les murs porteurs. Donc ensuite, on préconise aussi un ourdage au mortier à la chaux. Donc ça, c'est pour pouvoir réemployer potentiellement les briques. Aujourd'hui, l'aspect démontabilité est souvent oublié quand on parle de réemploi. On a tendance à vouloir réemployer, ce qui est très bien, mais il faut aussi penser à comment on va pouvoir désassembler les composants dans le futur. Donc ça, il y a on en reparlera tout à l'heure, il y a un livrable aussi là-dessus dans le cadre du projet Spirou. Et ensuite, alors, donc ça c'est c'est le cas idéal. Après, bien sûr, le type de mortier devra être adapté en fait aux propriétés d'adhérence qui sont évaluées pour la brique. Donc, on ne peut pas utiliser non plus n'importe quel mortier. Voilà, donc on vous propose une première session de questions. Ah, voilà, ça marche, ça marche. Et ça marche pas encore. Et si ça marche, voilà. On m'a dit il faut l'allumer et puis attendre un petit peu. Merci Elodie. Du coup, je vais rappeler Elodie, Mathieu et Alexia sur scène.
Voilà, désolé Elodie, il faut déjà revenir. Pour répondre à quelques questions, que ce soit ici dans la salle ou en ligne, et c'est Anouchka qui me fera remonter les questions en ligne, si j'ai bien compris. Voilà. Est-ce qu'on a déjà des questions ici dans la salle ou des réactions? Merci monsieur. Il y a une formule traditionnelle, c'est la première est toujours la plus difficile. On vous écoute. Voilà, bonjour. J'ai une question sur les tests là, que vous préconisez. Donc, j'imagine on retrouve une typologie de tests dans chacune des notes méthodologiques. Là, vous avez dit des tests de résistance. Qui les fait, ces tests dans un schéma classique de construction avec réemploi? C'est l'entreprise, c'est le diagnostiqueur, c'est le qualificateur, c'est le fournisseur de... Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est bon. Alors, je dirais que c'est plutôt du coup des laboratoires accrédités qui peuvent faire des essais. Donc, c'est plus à la charge de la personne qui va requalifier le produit, qui va être en charge de justement réaliser ses essais. Donc, soit en passant par un laboratoire accrédité, soit par ses propres essais internes, justifiés par conformité. Et par rapport au fait, enfin, si c'est le diagnostiqueur ou un autre acteur, ça aujourd'hui, je pense que ça dépend vraiment des projets. Enfin, il n'y a pas encore de réponse type et il y a plusieurs montages différents qui existent. Mais là, si on pense au centre de reconditionnement, là, l'idée, c'est que les centres puissent donc soit faire les tests pour ceux qui peuvent faire eux-mêmes, comme l'a dit Alexia, ou soit faire les tests. Mathieu. Juste peut-être un petit complément. Faudra bien regarder dans chacune des notes méthodologiques parce que ça, c'est effectivement spécifié. On renvoie vers des natures d'essai, etc. Donc, c'est aussi lié à la famille de produits et aux exigences attendues, mais on est dans une démarche de massification. Donc, le but, c'est quand même effectivement d'avoir des résultats qui soient généralisables, quoi. Parfait. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui, monsieur, au fond. Et après, on prendra quelques questions en ligne. Bonjour. Juste par rapport aux notes méthodologiques, sont-elles déjà en ligne sur la librairie de l'ADEME ou pas encore? Elles le seront bientôt? Alexia. Alors, elle devrait être en ligne dans l'après-midi, normalement. Sans vous cacher, on a eu un petit problème technique. Elle devrait y être, je pense, aujourd'hui ou demain, sans trop de soucis. Voilà, mais il est interdit de quitter la restitution pour aller voir les fiches. On attend la fin, évidemment. Peut-être quelques questions en ligne ou réactions en ligne. Anouchka. Alors en ligne, on m'entend? Je crois Oui. qu'on vous entend. En ligne, on a une question sur le rôle et les actions des assureurs sur le projet Spirou. Est-ce qu'il y a eu des assureurs qui ont été... Alors oui, donc les assureurs ont pu être impliqués dans le comité de suivi. Ils ont été aussi des acteurs dans le club des acteurs de l'offre et dans les relecteurs. Donc leur implication a pu être diverse en fonction des entreprises. Mais en tout cas, tout type d'acteurs, dont les assureurs, ont été impliqués dans le projet et ont été tenus au courant des travaux. Parfait. Autre question en ligne peut-être? S'il y en a, évidemment. Oui, il y en a une autre. C'était une question sur les notes méthodologiques. Est-ce qu'elles ont été basées sur des tests réalisés par le CSTB pour les différentes familles de produits ou est-ce qu'elles sont plutôt liées à des retours d'expérience ou à de la littérature scientifique? Elles reposent principalement justement sur tout ce qui est contexte normatif et réglementaire, donc principalement sur des textes de référence, sur de la bibliographie. Sur certains, on avait pu avoir des études au préalable sur lesquelles se baser, mais on a fait remonter énormément de retours d'expérience pour justement les compléter et être aussi être en adéquation avec ce qui est fait sur le terrain. Donc voilà. Et Mathieu. Ajouter deux mots. Effectivement, nous, on a participé à la relecture des documents et on s'est inspiré de tout ce qui existait finalement, donc aussi bien de la bibliographie que de la normalisation, que des retours d'expérience de chacun. Est-ce que nous avons une dernière question ici même? Voilà, au deuxième rang. On avait dit 4 minutes pour les questions, il est déjà 4 minutes, mais on s'interdit, on prend une dernière question. Brave l'interdit. Allez-y. Bonjour, une question par rapport à vos familles. Est-ce que ça va être évolutif? Je pensais par exemple à des produits que vous n'avez pas pris en compte, qui sont les dalles de faux plafond, les planchers techniques, les cloisons. Tout ce qui est partition, c'est quand même des éléments qui sont très nombreux dans les projets et raisons pour lesquelles vous ne les avez pas retenus.
Les autres familles qu'on n'a pas traitées, ce n'est pas forcément des familles qu'on ne voulait pas traiter. C'est dans les conditions du projet, on a dit de commencer par certaines familles. On a tout à fait l'ambition de traiter d'autres familles ensuite. Justement, les sujets de partition sont assez importantes. Tout ce qui est plafond suspendu, il me semble qu'elles ont été traitées dans le projet FBE. On a aussi voulu traiter de nouvelles familles pour justement un peu élargir le scope des familles qui sont traitées pour le réemploi et peut-être diversifier un peu toutes les familles, ne pas refaire ce qui avait déjà été fait. Parfait. Est-ce qu'on a encore une question ici ou en ligne? Une dernière question peut-être. Pourquoi les bardages bois ne sont-ils pas compris dans la note bardage? Peut-être. Oui, ça rigole sur scène. Oui. Mathieu, expliquez-nous. Oui, alors, j'ai pas toutes les informations sur l'historique de la rédaction de la note, mais il y a déjà énormément de familles de produits de produits associés au bardage qui ont été intégrés dans la note, et je pense qu'il a fallu faire un choix. Alors pourquoi le bardage bois n'est pas directement intégré? Là, je peux pas vous répondre, mais il a fallu faire un choix sur certaines familles de produits, et c'est certainement aussi associé aux ressources et au retour d'expérience sur le sujet. Pour compléter un peu sur le sujet, initialement, on avait un peu traité les bardages nous on les appelle bardages minéraux. Justement, on voulait traiter des familles qui nous semblaient un peu, des matériaux qui nous semblaient plus durables dans le temps. Et pour un peu aussi faire référence aux familles traitées de la fondation, des guides de Fondation Bâtiment Énergie, qui traitent justement les pierres naturelles. Donc on a voulu un peu élargir déjà ce guide-là qui était déjà existant et un peu aller voir d'autres familles de produits et de matériaux sur cette famille-là. Parfait. Puis enfin, une dernière question. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur le sujet assurantiel pour savoir si ces fiches méthodologiques elles étaient destinées à être validées par l'AQC, comme ça a pu être fait pour la charpente métallique. Alors, donc ça, c'est une question qui a été largement posée pour le projet. Aujourd'hui, nous, en tant qu'équipe Spirou, on ne portera pas les notes méthodologiques devant la C2P. Aujourd'hui, on invite les personnes à les prendre en main, à les modifier si elles le souhaitent et à les porter si elles le souhaitent devant la C2P. Mais en tout cas, en tant qu'équipe Spirou, nous, on a voulu juste donner des outils aux acteurs de la filière. Parfait. On va peut-être s'arrêter sur cette dernière question et reprendre le fil de la restitution. Donc, on va reprendre le fil de la restitution et ensuite, on aura une autre séance de questions et une pause. Donc, voilà un petit peu pour ce qui nous attend. Je crois que c'est Nicolas que nous attendons et que voici sur scène. Là, le micro est à vous, Nicolas. Bonjour, donc Nicolas Baumer, je suis du Booster du Réemploi et je suis là pour vous parler des synthèses, des notes synthétiques qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet Spirou. J'avance, voilà, les grandes étapes. Première question d'ailleurs, pourquoi des notes synthétiques? C'est déjà le premier point que je vais aborder avec vous. En fait, on a pensé au sein du collectif Spirou que pour faire avancer la pratique du réemploi, on avait bien sûr besoin de notes méthodologiques précises sur les gisements et sur apporter des réponses aux spécialistes des filières et aux structures qui doivent mettre en place ces gisements, mais qu'on pouvait en profiter aussi pour acculturer largement, parce qu'il faut qu'on travaille sur les deux côtés de cette échelle pour que la pratique du réemploi se massifie et devienne plus standardisée. Donc, ce qui fait que les notes synthétiques ont été créées. Pour chaque note méthodologique, vous trouverez une note synthétique de Spirou. Qui on vise à travers ces notes synthétiques, donc tous les acteurs finalement de la chaîne de l'immobilier, et notamment les maîtrises d'ouvrage. L'idée étant qu'elles puissent comprendre quelles sont les étapes clés que rencontrent leurs partenaires au niveau des filières de reconditionnement ou leurs fournisseurs de réemploi, et qu'elles puissent intégrer ces contraintes-là dans la compréhension du projet. Donc voilà pourquoi les synthèses, et l'objectif, pour être plus précis, c'est leur donner les clés pour évaluer la faisabilité de leur projet et une vision globale sur les étapes indispensables pour y arriver. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces synthèses? Eh ben, vous retrouverez
finalement le déroulé qu'on trouve dans une note méthodologique, mais bien sûr de manière très très résumée. Et on renvoie bien évidemment toujours vers les notes méthodologiques complètes dès qu'on a des questions qui sont très précises, très pratiques sur les méthodes à mettre en œuvre. Donc à chaque fois, introduction et présentation du projet Spirou, bien sûr les matériaux concernés par la note, les étapes clés à prendre en compte, donc c'est vraiment le cœur et l'intérêt de ces notes méthodologiques, diagnostic, premier tri sur site, dépose, second tri, stockage, transport, test et réemploi, et puis les ressources à mobiliser dans ce cadre-là. Donc, elles n'ont pas vocation, j'insiste beaucoup là-dessus, à remplacer les notes méthodologiques qui sont l'alpha et l'oméga sur les livrables de Spirou, mais ce seront des bons outils pour acculturer les partenaires sur ces enjeux-là. Et où vous les trouvez? Tout simplement sur la librairie de l'ADEME, donc je pense aujourd'hui ou demain, d'après les dernières informations qu'on m'a transmises. Et voilà, donc l'idée était de parler des notes synthétiques, donc je reste synthétique. Voilà. Et c'est Thomas qui nous rejoint pour la suite de la restitution. Bonjour. Alors moi, je vais vous présenter un livrable qui est complémentaire, qui est très opérationnel et qui constitue une feuille de route pour la création d'une activité de reconditionnement. L'objectif, c'est pour tous les acteurs qui veulent rentrer dans le vif du sujet et massifier la pratique en montant une structure et en créant une activité de reconditionnement, on va utiliser l'expérience de Mobius pour essayer de poser tout un tas de questions pour limiter les embûches que vont rencontrer ces acteurs-là, de manière à ce qu'ils puissent anticiper au maximum les difficultés et monter le plus sereinement possible leur activité de reconditionnement. Donc ça va se décomposer en 2 livrables. Le premier qui constitue la feuille de route générique, qui peut être adaptée à tous les matériaux, et le deuxième qui sera, pour vous, à titre d'exemple, une application à la brique. L'objectif ici, dans ce livrable, ça va être vraiment d'apprendre à se poser des questions plutôt que de chercher des réponses. C'est vraiment le fil rouge de ce livrable-là. Donc on commence par le produit, équipement, matériaux que vous choisissez. C'est la base. Est-ce que vous avez de la matière première et est-ce que vous allez être capable de la vendre? Donc votre gisement est-il abondant? Et s'il est abondant, aujourd'hui, est-il toujours mis en œuvre et recherché? Ensuite, vous avez la dépose et le conditionnement de votre matériau. Il y a un vrai sujet sur la dépose soignée. Est-ce qu'elle est aisée? Et si elle l'est, est-ce qu'elle est différente de la dépose conventionnelle? Parce qu'une dépose soignée qui est très différente de la dépose conventionnelle peut engendrer des surcoûts et mettre vraiment en péril l'intégralité de votre opération. Quel est le conditionnement qu'il faut prévoir? Quelles sont les contraintes sur site? Tous ces petites contraintes qui peuvent vraiment en fait remettre en question votre entreprise. Si vous arrivez sur un chantier et qu'en fait vous n'avez pas de monte charge et vous n'êtes pas capable de récupérer le matériau, vous avez beau avoir le meilleur business plan du monde, vous ne faites pas rentrer le matériau dans vos entrepôts. Ensuite, le transport et le stockage. Quels sont les véhicules qu'on peut envoyer sur site? Souvent, on est dans des environnements qui sont contraints, donc les véhicules qu'on peut envoyer ne sont pas toujours ceux qu'on aimerait envoyer. Et on peut se retrouver avec des petits véhicules, multiplier le nombre de camions, et donc la rentabilité s'en trouve affectée. Est-ce que la collecte et la livraison, pour la collecte et la livraison, on utilise les mêmes véhicules ou est-ce que ça diffère? Est-ce que vous avez un matériau qui est dense et vous allez pouvoir remplir vos camions, ou est-ce qu'au contraire, vous avez des matériaux légers comme les isolants, et dans ce cas, vous allez avoir beaucoup de transport pour peu de poids? Et ensuite, une fois que vous avez combien de temps vous allez immobiliser, vous allez bloquer la rue? Est-ce que vous êtes dans Paris intramuros? Est-ce que vous devez avoir 2 heures de chargement et vous devez bloquer les rues et vous n'allez pas avoir les autorisations nécessaires? Et une fois que vous avez récupéré votre matériau, est-ce que vous pouvez le stocker en extérieur ou à l'intérieur? Ça change la donne au niveau du foncier, sur la parcelle, si elle doit être couverte ou non. Et enfin, est-ce qu'il faut que vous envisagiez du gardiennage ou est-ce que vous pouvez laisser votre matériau dehors tranquillement? Une fois que vous l'avez sur site, il y a le reconditionnement. Donc vous commencez par chercher les techniques de reconditionnement et la première question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est industrialisable? L'idée, c'est de massifier la pratique, c'est de mécaniser, c'est d'industrialiser. Donc on essaye tout de suite d'industrialiser nos processus, et qui dit industrialisation dit investissement machine. Quelles sont les machines? Comment je me fais financer? Donc là, vous vous rapprochez de tous les organismes financeurs connus. Et ensuite, la gestion des déchets. Est-ce que le reconditionnement de mon activité va produire des déchets? Si oui, en quelle quantité? Est-ce que je dois obtenir un classement ICPE ou non? Toutes les questions que vous allez vous poser assez rapidement.
En bas, on voit ça comme une succession, mais toutes les étapes sont interdépendantes les unes des autres, hein. Il fallait bien le représenter, donc ça a été représenté comme ça. Mais il faut mener toutes les discussions de front. Ensuite, il y a la phase importante de la caractérisation et de l'assurance. Donc là, c'est obligatoire, il faut que vous achetiez, que vous étudiez les normes, que vous essayiez de caractériser votre produit et de qualifier les essais. Vous regardez bien sûr s'il y a une autre méthodologie que Spirou. S'il y en a une, c'est super, c'est déjà une bonne partie du boulot qui est faite. Et très important, le monde de l'assurance dans le milieu de la construction en France est omniprésent, donc on ne peut pas le laisser de côté. Il faut prendre contact avec son assureur, il faut maintenir ce contact-là. Et c'est comme ça qu'on évitera d'avoir des freins et qu'on pourra avancer le plus sereinement possible et le plus loin possible. Ensuite, une fois qu'on a caractérisé les essais, qu'on sait ce qu'on doit faire, on se rend compte que c'est cher. C'est cher si on passe par un laboratoire, donc on se pose la question de quels sont les essais qu'on peut réaliser en interne. Encore une fois, ça va être des discussions avec les assureurs, donc lesquels peuvent être supportés par l'entreprise en interne et pour lesquels on va être obligé de passer par un laboratoire externe. Et ensuite, bien évidemment, il faudra que vous produisiez une fiche technique et une FDES, parce que c'est aujourd'hui obligatoire pour avoir un produit qui peut correctement être mis sur le marché. Et enfin, vient la dernière étape de la livraison et de la vente. Est-ce que le produit peut être stocké sur site ou est-ce qu'il faut effectuer des livraisons en flux tendu? Ça encore, c'est très opérationnel, très logistique. Mais on se rend compte que d'avoir un petit espace de stockage sur site où on peut laisser notre produit pour qu'il soit pris au fur et à mesure de la demande et qu'on continue à compléter ce stockage, ça permet de ne pas être face à des camions de dernière minute, des pannes de chauffeurs, des entreprises qui passent avant nous au déchargement et en fait une difficulté quotidienne à livrer notre produit. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on reprenne tout ça vite fait avec la brique. Pour la brique de terre cuite, le gisement est-il abondant? Oui et non. On a beaucoup de briques. Historiquement, ça a été utilisé en France. Après, le mode de pose et le type de mortier utilisé, comme le disait Elodie, va faciliter ou non la dépose soignée. Avec des mortiers de chaux, c'est beaucoup plus facile qu'avec des mortiers de ciment. Et donc, on a un réservoir qui aujourd'hui est fini, parce que tant que la pose en mortier de chaux ou favorisant le réemploi n'est pas redémocratisée, tous les gisements qu'on va collecter et qu'on va remettre sur le marché, on les perd en termes de potentiel de réemploi. Le produit est-il toujours mis en œuvre et recherché? Oui, c'est un matériau à forte valeur architecturale qui est beaucoup demandé et très carboné, donc on n'aura pas de problème à vendre le produit si on était en mesure de le réemployer correctement. Pour ce qui est de la dépose, il y a deux façons de déposer la brique. Il y a la façon qui est proche de la méthode de dépose conventionnelle, pelle mécanique, grappin, on balance tout ça dans une benne, ça va vite, et ça a peu de surcoût, mais par contre il y a beaucoup de déchets. Donc c'est pas celle qui est à prioriser, ce qui est idéal, c'est de pouvoir déposer à la main soigneusement et de mettre sur palette. Ça prend plus de temps, mais c'est beaucoup plus qualitatif, ça nous permet de faire un premier tri au moment où on dépose, et ça demande de faire évoluer un petit peu les mentalités, mais je pense qu'on est capable de faire ça. Le type de conditionnement, palette cerclée, il n'y a pas trop de sujets à ce niveau-là. Et faire bien sûr attention à tout ce qui est rampe et emprise chantier pour pouvoir évacuer nos éléments correctement. Pour le transport et le stockage, globalement, quand on est sur des villes qui sont denses, sur lesquelles il y a de la brique, et au niveau de la collecte, on va avoir tendance à avoir des petits camions, donc des porteurs et des camions bennes. Donc il faut en avoir conscience, mais et à la livraison, on aura souvent plus d'espace, donc on pourra envoyer des semi-remorques et on gagnera un peu d'argent sur la livraison par rapport à ce que nous coûte la collecte. Le taux de remplissage est bon pour la brique, c'est un matériau qui est dense, on va pouvoir remplir le camion complètement et l'intégralité de la charge sera complète. Les temps de déchargement font compter à peu près 1 heure au chargement comme à la livraison. Souvent au chargement, on a des camions qui sont plus petits mais avec des moyens de manutention qui sont plus manuel, transpalette manuel. Par contre, à la livraison, on a des camions plus grands, mais comme ça part de l'usine, souvent les moyens de manutention en usine sont plus efficaces, et donc on arrive avec le même temps de chargement ou de déchargement à avoir des quantités qui sont différentes. Le stockage peut se faire en extérieur pour la brique. Par contre, il faut quand même essayer de l'abriter de la pluie directe pour éviter qu'il y ait de la stagnation d'eau, et donc un potentiel de gel, dégel et de dégradation du produit pendant le stockage. Pas de protection contre le vol a priori. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Pour le reconditionnement, pour la brique, il y a en gros 3 étapes. Première étape, c'est enlever, une fois qu'elles ont été réceptionnées, triées, enlever les résidus de mortier. Deuxième étape, redonner une forme parallélépipédique à la brique. Et troisième étape, lui redonner un aspect de surface qui soit cohérent pour qu'on puisse avoir une bonne adhérence au mortier lors de la repose.
Donc, pour ces systèmes, est-ce qu'ils sont industrialisables? La première étape pour enlever le mortier, elle l'est difficilement, parce que c'est aléatoire la façon dont le mortier va rester sur la brique, donc on ne va pas couper, passer par la main de l'homme. Les performances, elles seront gagnées par l'utilisation d'outils à main adéquats. Par contre, pour tout ce qui est brossage, ponçage et nettoyage haute pression, là, pour le coup, on peut imaginer tout un système de convoyeurs, de bus, de réseaux d'air pour mécaniser l'intégralité du processus. Les déchets, les machines, donc c'est tous ces convoyeurs, les financements, les organismes de financement que vous connaissez. Le déchet, c'est du déchet inerte pour la brique, donc il n'y a pas de souci. Il y a les centres de retraitement qui sont en place. Le mortier de chaux, c'est pareil. La pulvérulence est très faible. Il y a pas avec les volumes qui vont être traités, il n'y a pas de problème en termes de déchets. Caractérisation et assurance. Pareil, utilisation des normes, de la note méthodologique Spirou. On essaie de caractériser. Globalement, ce qu'on pourrait faire en interne, ce serait du contrôle dimensionnel, éventuellement des essais mécaniques si on se dote d'un banc d'essai ou qu'on en achète un ou qu'on le fabrique et qu'en discussion avec notre assureur, on valide les processus d'essai. Par contre, pour tout ce qui va être atmosphère contrôlée et ces feux, ça va être difficile de le réaliser en interne. Donc là-dessus, on devra passer par les laboratoires indépendants. Bien sûr, oui, il faudra que vous réalisiez une fiche technique et une FDS. Et enfin, pour la livraison et la vente, on a la chance d'avoir un matériau qui peut être stocké à l'extérieur, abrité, donc sur site. Donc on peut lisser un petit peu les livraisons. On n'est pas obligé de tout faire en flux tendu et c'est un confort pour les gens qui monteront un centre de reconditionnement de briques pleines. Ce sera plus cher que le neuf, à mon avis. Jusqu'où on est allé dans l'étude, on a à peu près 50% de surcoût par rapport au prix du neuf, mais ça, c'est à relativiser avec le degré de mécanisation d'un côté qui va faire baisser le prix du réemploi, et d'un autre côté, le coût de la matière première et de l'énergie qui va faire monter le prix du neuf. Donc l'un dans l'autre, il faut voir comment vous positionnez par rapport au neuf. Et enfin, il va falloir construire l'argumentaire pour promouvoir les qualités du produit. Pour la brique, c'est assez simple, hein. C'est un matériau, comme je le disais, historique, à forte valeur architecturale, très carboné. Si on adjoint un mode de pose qui est cohérent et qui va bien avec le futur réemploi, on peut très bien imaginer constituer de manière nationale une flotte de matériaux dans laquelle on pourra l'épuiser pour répondre aux enjeux de décarbonation de la construction. Merci beaucoup. Me revoilà. J'arrive avec aussi une bonne nouvelle. Normalement, les livrables sont bien disponibles sur la librairie de l'ADEME. Le lien a été transmis dans le chat, mais on pourra vous l'envoyer par mail après l'événement. Du coup, je reviens pour vous parler des deux derniers livrables. Le premier livrable qui est les préconisations d'éco-conception, produits et ouvrages en vue d'un réemploi. Donc c'est un livrable, là, contrairement aux autres livrables qui sont plus destinés aux acteurs en aval de la chaîne de réemploi, de la filière de réemploi. Là, on va plus parler des acteurs qui interviennent en amont, donc tout ce qui est fabricant et tous les concepteurs de bâtiments. Donc c'est un document qui va venir capitaliser les différents freins au réemploi des familles qui ont été traitées dans le projet. Donc on a quand même sélectionné initialement des familles qui étaient propices au réemploi, donc c'est pas non plus les familles qui présentent le plus de freins, mais elles en présentent quand même quelques-uns. Et donc, on a essayé de les capitaliser et ensuite d'en déduire des préconisations d'éco-conception. Donc, c'est à la fois à l'échelle du produit et à la fois à l'échelle de l'ouvrage, parce que les deux vont de pair. Pour commencer, du coup, la définition de l'éco-conception, c'est l'intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits, en considérant tout le cycle de vie du produit, tous les impacts environnementaux qui apparaissent sur le cycle de vie du produit. Dans le cadre de ce document, l'objectif, c'était vraiment d'avoir cet aspect réemploi, étant donné le thème du projet. Donc, on va plus se concentrer sur l'éco-conception en vue d'un réemploi. Donc, voilà. Les trois notions clés pour faciliter le réemploi donc, sont la traçabilité, la démontabilité et la durabilité. La traçabilité par le suivi précis des caractéristiques du produit tout au long du cycle de vie de son cycle de vie, pour faciliter la dépose et aussi rassurer les assureurs et les poseurs parce qu'on aura assez d'informations potentiellement pour justifier les performances du produit.
Ensuite, la démontabilité, forcément, d'un point de vue logistique, difficile de réemployer sans que le produit soit démonté, déconstruit sans dommage. Donc ça va venir simplifier la dépose et l'accès aux composants. Et finalement, la durabilité, donc un peu travailler sur la longévité et la résistance des matériaux, donc qui permettront de réduire la dégradation du matériau dans le temps et aussi réduire tout ce qui est obsolescence esthétique, technologique, fonctionnelle et économique qui peuvent apparaître sur certains produits. Voilà. Ensuite, tout ce qui est préconisation générale. Donc, le livrable, il se décompose en préconisation générale pour introduire un peu le sujet. Et ces préconisations sont ensuite déclinées sur les familles de produits traités dans le projet. Les 3 préconisations générales de conception qui sortent par rapport à l'étude qu'on a pu avoir, c'est dans un premier temps, donc, comme je l'ai dit, la mise en place d'une stratégie de traçabilité produit. Donc à la fois à l'échelle du produit, donc par les fabricants avec un système de marquage qui permet l'identification du produit, mais à la fois au niveau de la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre avec le suivi des documents qui ont été des produits qui ont été installés et mis en œuvre dans le bâtiment, et donc assurer un suivi et une disponibilité à la déconstruction, lors des maintenances de toutes ces documentations. Le deuxième point, c'est l'optimisation de la durabilité. Donc, permettre des alternatives plus durables de produits, permettre à ce qu'ils soient accompagnés d'un point de vue maintenance et aussi réparation, permettre des produits qui soient réparables dans le temps, facilitera le réemploi ensuite. Et finalement, du coup, le troisième point, c'est la non-utilisation de substances dangereuses. Donc, substances dangereuses et potentiellement dangereuses. Notamment, on a les substances dangereuses qui sont classées dans REACH et on a aussi les substances dangereuses qui sont classées dans la liste d'attente pour la liste REACH. Et c'est potentiellement des substances qui seront interdites plus tard à l'avenir pour le réemploi du produit. Donc, c'est à prendre en considération dès maintenant si on veut offrir un avenir de réemploi à notre produit. Et aussi, du coup, ça se rejoint avec le premier point, c'est assurer la traçabilité des informations des substances qui, très important pour le réemploi et peuvent aussi être très importants pour le recyclage également. Pour exemple, du coup, les préconisations qui ont été données sur les briques, donc notamment, on a la première préconisation, donc ça a été largement mentionné, mais l'utilisation de mortiers démontables, donc des mortiers chauds ou des mortiers dits bâtards, pour faciliter la dépose sans dommage. Aujourd'hui, les briques posées avec mortier ciment sont difficilement démontables sans dommage. Ensuite, on va avoir la conception des briques avec un état de surface permettant une meilleure adhérence au nouveau mortier, donc pour faciliter le réemploi ensuite. Assurer un marquage physique de la brique pour tracer un peu toutes les informations pertinentes à garder dans le temps pour le réemploi du produit. Et finalement, anticiper la protection et l'accessibilité des briques pour optimiser leur durabilité et faciliter leur dépose. Voilà. Et donc, du coup, toutes ces préconisations donc, sont disponibles sur le livrable pour chaque famille. Il y en a des différentes, forcément, étudiées en fonction des freins au réemploi de chaque famille. Et pour enchaîner ensuite sur le dernier livrable, l'analyse des facteurs clés pouvant impacter le développement des filières de réemploi. Donc, c'est un livrable qui, ici, est comme les autres livrables, donc les notes méthodologiques et la feuille de route, est destiné aux acteurs désireux de créer une activité de réemploi. C'est un document, du coup, qui va proposer une grille d'analyse qu'on va voir ensuite, avec différents facteurs qui impactent justement le modèle économique d'une filière et qui sont justement à considérer dès la création pour justement réussir peut-être à choisir sur quelle famille se baser, quelle famille développer en fonction des besoins et en tout cas des investissements possibles des côtés des acteurs. Pour refaire un peu des généralités, en comparaison avec le neuf, le réemploi va venir changer toute la chaîne de valeur des produits, équipements et matériaux et la répartition des coûts des opérations. Aujourd'hui, le poste de recette, le clé pour l'équilibre économique d'un acteur de réemploi, ça va être le poste de vente. Et ce poste de vente va refléter toutes les différentes étapes de reconditionnement auquel va devoir passer le produit. Donc, on va avoir tout ce qui est étape de dépose, de caractérisation, de transport, de stockage, donc, qui vont se retrouver dans le prix de vente. Mais aussi, on va avoir des
le prix va aussi être reflété par des facteurs conjoncturels et sociétaux, donc notamment l'état du marché, l'économie carbone possible sur le produit vis-à-vis du neuf, les forces en présence et l'acceptabilité sociale du produit. Et du coup, il est important de prendre en compte tous ces facteurs avant de lancer une filière et s'assurer sa viabilité. La démarche du coup, qui a été utilisée dans ce livrable, ça a été du coup d'abord d'identifier les différents facteurs qui impactent le modèle économique, de construire une grille d'analyse. Donc chaque facteur ensuite a une déclinaison en 3 niveaux pour justement permettre une sorte de notation. Et ensuite, cette grille d'analyse générique a été appliquée aux 10 familles de produits qui ont été traitées dans le projet. Pour exemple, du coup, une partie de la grille, donc là, on a la première partie sur les opérations de dépose. Donc, on va retrouver les facteurs de manutentionnabilité, de temps de dépose de l'élément, de la taille du gisement unitaire potentiel par chantier, le soin nécessaire à la dépose et l'habilitation spécifique pour la dépose. Donc, notamment, manutentionnabilité, ça va pouvoir impacter si on a besoin juste une personne pour démonter, si on a besoin d'appareils de levage. Tous ces points sont à prendre en compte pour la viabilité économique de l'acteur. Ensuite, le temps de dépose qui va être nécessaire, la taille du gisement qui va être récupéré, donc notamment pour les briques, on va récupérer souvent un gisement assez important, contrairement peut-être aux appareils sanitaires où du coup les éléments vont être moins nombreux dans un seul bâtiment. Le soin nécessaire à la dépose et du coup, pour les briques, par exemple, on va avoir un soin moyen qui va être nécessaire en fonction des mortiers utilisés. Et l'habilitation spécifique, donc pour les briques, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'une habilitation spécifique, mais par exemple, pour les armoires électriques ou les luminaires, il faut quand même avoir certaines compétences électriques pour se charger de tout ce qui est dépose. Donc, ça demande d'avoir des personnes qualifiées spécifiques à la famille de produits déposés. Et encore un autre extrait du coup de la grille sur l'étape de préparation matière et reconditionnement, où on va retrouver justement le coût de l'opération de nettoyage, le taux de perte en phase de tri, également le coût d'investissement dans une chaîne de reconditionnement. Du coup, en fonction des familles, ça va énormément varier. Coût d'investissement dans une chaîne de reconditionnement, par exemple sur les briques, on a jugé comme quoi le coût d'investissement était peu coûteux pour les éléments. C'est plus le temps nécessaire justement au reconditionnement et au nettoyage qui sera un coût important, plus que l'investissement dans les machines pour le nettoyage. Et du coup, la troisième étape, caractérisation et fiabilisation, donc le coût des essais de mode de preuve qui peut venir impacter énormément la viabilité économique des acteurs sur le développement d'une filière de reconditionnement sur un produit en fonction de si les modes de preuve nécessaires sont très nombreux, très coûteux. Forcément, ça va être plus compliqué derrière de vendre un produit abordable pour les autres acteurs. Donc cette grille est ensuite complétée. Là, c'est qu'un extrait. Donc il y a différentes étapes encore et donc appliquées sur les différents produits. Voilà, si le micro fonctionne. Nous allons passer aux questions et Alexia étant déjà sur scène, je vais rappeler Nicolas et Thomas à nous rejoindre pour répondre aux questions ici dans la salle et en ligne. Alors d'ailleurs, ça peut être des questions directement sur ce qui vient de s'être dit ou plus largement sur ce qu'on a dit depuis le début de cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur différents outils? Ici, à ma gauche. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir le profil des personnes qui... Bonjour, je suis Isabelle Heller, je suis consultante. Je voulais savoir quel était l'impact du nouveau règlement produits de construction sur ces sujets de réemploi. Allez, qui se lance? Pas facile, dis-moi. Alexia. Du coup, les travaux sont en cours sur le sujet, donc on ne peut pas forcément... en tout cas dire, le réemploi va être intégré, forcément, donc ça va venir impacter, mais on ne sait pas encore à quel point cela sera impacté. Ça sera en fonction des familles de produits, et donc à voir dans l'avenir aujourd'hui. Pour l'instant, on n'en sait pas forcément plus, on peut pas
capitaliser dessus tout de suite. Messieurs, un avis sur la question? Pas plus? Rien à ajouter. Parfait. Anouchka, est-ce qu'on a des questions ou des réactions en ligne? Oui, on a une question. Pourquoi préconiser la réalisation d'une FDES pour les produits de réemploi alors que la RE 2020 les prend en compte à 0 émission? Alors, pourquoi ce choix? Pour dire ce qu'on fait, en fait, tout simplement. On pourrait très bien ne rien dire et comptabiliser à 0 ou essayer d'être le plus transparent possible et se rendre compte que pour la culture, en fait, à partir du moment où on manipule un matériau, où on le retraite, où on le fait passer dans des machines, ça a un impact quand même. Donc, même si le réemploi est utilisé à 0, c'est quand même bien d'avoir une idée des ordres de grandeur de ce que ça coûte de manipuler des éléments par rapport à ce que ça coûte d'extraire de la matière et de faire fonctionner des fours. Donc, je pense que c'est toujours bien pour la question de professionnalisme. Parfait. Une autre question, réaction en ligne? On a eu des questions aussi sur la possibilité d'étendre à d'autres familles de produits les notes méthodologiques. Du coup, on revient sur le sujet d'avant. Oui, donc il y a totalement la possibilité d'étendre, c'est l'objectif, et on veut garder cette dynamique pour l'avenir d'étendre. Donc on est en tout cas aujourd'hui ouvert, on n'a pas forcément ciblé des familles en particulier. On est totalement ouvert à avoir les retours des acteurs pour savoir quelles sont les familles à prioriser dans un premier temps. Et en tout cas, totalement ouvert pour travailler ensemble pour de nouvelles notes méthodologiques. Il n'y a pas forcément de calendrier pour cette ouverture, c'est pas encore fixé. Non, mais il n'y a pas forcément. C'est prévu. Ouais, c'est pas fixé, c'est ouvert. On a été en tout cas heureux de travailler sur les 10 familles de produits. On sent qu'il y a un intérêt de la filière. Donc on sait qu'il va falloir justement continuer. Et on aimerait beaucoup continuer. En tout cas, toute l'équipe Spirou est enthousiasme sur le sujet. Voilà, c'est aussi un appel pour les gens qui sont dans la salle ou qui nous regardent. Vous pouvez solliciter la famille Spirou pour ouvrir un petit peu cette famille de produits. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une ici et une juste à côté, c'est pratique. Oui, bonjour. Bonjour. Société SPI. Une question par rapport aux familles. Vous êtes sur des familles d'éléments passifs, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous envisagez aussi les familles d'éléments actifs en réemploi ou pas? Du côté booster du réemploi, en fait, c'est un sujet qu'on regarde de près parce que les éléments actifs sont très carbonés aussi. Donc pour nous, il y a effectivement un enjeu à environner ces éléments-là également. Après, en termes de méthode, reste à savoir. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple, d'éléments? Ça peut être des chaudières, ça peut être des pompes à chaleur, ça peut être tout ce qui est finalement électrifié. Tout système en fait peut avoir vraiment un impact important dans un objet immobilier. Alexia, sur ce point. Oui, en complément, notamment, on commence à s'y intéresser. C'est forcément pas les mêmes sujets. Il y a un projet qui traite, donc c'est le projet Life Waste to Build, qui traite justement des ventiloconvecteurs. Donc, à voir peut-être dans l'avenir. Je crois qu'il y a une autre question, Laurent, juste avant. Bonjour. Oui, bonjour, Valérie Flis-Plisson de la CABEL. Je voudrais revenir sur les FDES, en fait. Est-ce que ça ne crée pas un frein financier, la création de cette FDES sur les matériaux de réemploi? Si, forcément. Mais à la limite, je préférerais qu'on offre la FDES au centre de reconditionnement qui décide d'en faire une, plutôt que de systématiquement comptabiliser un réemploi à 0 sans savoir derrière ce qui se passe. Après, une FDES, à mon sens, elle est importante. Elle est à faire tous les 5 ans. Donc c'est quelque chose qui peut être pris en considération dès le début du projet, intégré dans les coûts. Et je pense que ça peut être supporté par une structure et ça reste suffisamment important. C'est pas obligatoire, mais c'est plutôt ce que ça engendre derrière, de se dire c'est du réemploi, donc il n'y a pas besoin de le comptabiliser, on se dit que c'est 0. Non, c'est pas 0, le réemploi n'est pas 0, même si c'est très bien d'inciter le réemploi en le comptabilisant à 0. Il se trouve qu'il n'est pas à 0. Après, peut-être qu'il y a des entre-deux, il y a des manières de comptabiliser sans passer par une FDES qui est peut-être un peu lourde et un peu coûteuse. Mais je pense que ça peut être amorti par les structures. Parfait. En ligne, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions pour nous, Anouchka, pour nos experts?
Une question sur les éléments présentés par Mobius. Est-ce qu'ils seront disponibles, diffusés dans la librairie? Oui, bien sûr, au même titre que tous les autres livrables Voilà. qui seront sur la librairie. Parfait. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui, deuxième rang. Rebonjour. Bonjour, Damien Mérès, Zurich. Moi, je fais partie de l'ingénierie construction en assurance des risques. Donc, je suis beaucoup de chantiers. J'ai une question par rapport à votre retour d'expérience chantier. J'en visite beaucoup et le réemploi, à mon sens, passe par une mobilisation de la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que dans votre retour d'expérience globale du projet, vous avez pu identifier des temps ou en fonction des familles ou en fonction des projets? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les chantiers courent de plus en plus vite. Le coût est important, mais le temps est aussi un des freins possibles pour ce réemploi. Donc, est-ce que vous avez pu identifier ou mis des ordres de grandeur sur un temps complémentaire pour lequel le maître d'ouvrage pourrait être averti ou informé pour qu'il prenne en compte ou en discuter avec ses maîtres d'œuvre pour l'identifier dès le départ? Peut-être sur cette implication, mobilisation des maîtrises d'ouvrage, en fait, on a une approche qui est plutôt d'intégrer leur emploi dans les étapes classiques d'une opération immobilière. Donc, c'est-à-dire venir interroger les équipes, les acculturer, venir leur apporter des informations sur les filières disponibles autour du projet, sur les acteurs qui pourraient les accompagner, et arriver sur les moments clés de l'élaboration, au moment du concours, au moment des déposes de permis, au début du chantier, et à chaque fois anticiper et annoncer sur quel lot les maîtrises d'ouvrage voudraient tester des choses, en tout cas engager des ambitions sur leur emploi pour faire en sorte d'y aboutir au maximum à la fin sur le chantier. On a pu observer pas loin de 350 projets portés par des maîtrises d'ouvrage sur ces 3 dernières années. Ce qu'on peut dire, c'est que la preuve de concept existe. Ils prescrivent, ça fonctionne. Pas toujours dans la mesure de ce qu'ils avaient en tête au départ. Maintenant, l'enjeu est plutôt de passer à l'échelle et de standardiser vraiment des gisements de réemploi sur toutes les opérations. On a des maîtrises d'ouvrage qui sont vraiment dans ce mouvement-là. Mais voilà, ils s'impliquent. Il n'y a pas forcément de temps supplémentaire, c'est plutôt intégrer la question du réemploi au bon moment des étapes du projet, en tout cas du point de vue de la maîtrise d'ouvrage. Parfait. D'autres remarques, questions avant de passer à la petite pause, évidemment attendue, toujours. Anouchka, en ligne, est-ce qu'on a d'autres questions? On a d'autres questions, mais après, je ne sais pas. Allez, peut-être une dernière. Ok, une dernière. Le projet Spirou peut-elle se rapprocher d'autres projets européens? Alors. En tout cas, est-ce que ce qui est vrai en France est vrai aussi en Europe ou c'est plus compliqué que ça? Alors le système du coup assurantiel n'est pas du tout le même, mais en tout cas d'un point de vue technique, on peut apporter peut-être des réponses plus générales européennes et pourquoi pas un peu élargir le territoire. Bon, parfait. C'est possible. Merci. Voilà, on peut vous applaudir. Ah non, il y a une dernière question. Excusez-moi, il y a une dernière question. Désolé, je coupe les applaudissements, mais je voudrais priver personne de la parole. Voilà, juste au troisième rang devant moi, et puis après on pourra passer à la pause. D'ailleurs, je précise que tous nos intervenants, les rédacteurs, enfin les acteurs de Spirou seront présents à la fois à la pause tout à l'heure pour ceux qui sont avec nous à Paris et lors du cocktail en fin de journée. Donc voilà, vous pourrez leur reposer des questions plus directement. Dernière question, bonjour à vous. Bonjour, Kenza Onouch des Cominero. J'avais une question notamment sur l'exemple des briques. Alors la première, c'était sur la grille d'analyse. Pourquoi est-ce que on a fait le choix d'opérer sur l'unité et non pas sur l'unité fonctionnelle? Et la deuxième question était comment est-ce qu'on peut inciter dans les projets de construction à réfléchir à la question de dépose, sachant qu'en prenant par exemple l'exemple des briques, de point de vue réemploi, la chaux est plus simple à déposer que le ciment, mais de point de vue CO2, le ciment a un impact carbone plus faible que la chaux. Et donc, en me positionnant sur une opération de
de construction, c'est vrai que l'aspect carbone est très important. Et donc, comment est-ce qu'on peut ajouter cette réflexion de dépose dans une opération vraiment de construction? Je vais rapidement répondre, mais du coup, à l'envers, à la deuxième question d'abord. On a préconisé l'utilisation de mortier à la chaux, parce que justement, on regardait que le sujet conception pour le réemploi. On a indiqué que justement, il n'y avait pas forcément une étude générale sur l'impact, ensuite les impacts environnementaux que ça peut engendrer. C'est totalement un sujet très intéressant d'englober justement et de traiter tous ces sujets et de voir en fait si cette solution est vraiment plus viable environnementalement parlant, si derrière les impacts gagnés par le réemploi des briques compensent justement le mortier qui est peut-être plus impactant d'un point de vue carbone. C'est totalement des sujets à regarder. C'est pas forcément étudié dans le durable, mais on espère que ça sera étudié ensuite. Et pour la première question, je veux bien qu'on me la rappelle. Première question sur la grille. Ah oui, les unités fonctionnelles. Alors, je ne sais pas, c'était pour la question de la taille du gisement. On a parlé juste d'unité parce que c'était pour nous plus parlant, parce qu'on parle d'une unité d'appareil sanitaire, d'une unité une brique, parce qu'en fait, c'est le produit qu'on va vendre ensuite. Donc, on a voulu plus avoir un peu cette approche terrain et plus parlante. Oui, c'est ça. Quand on vend de la brique, on ne vend pas 1 mètre carré de brique avec son mortier, on vend des briques. Et puis après, elles sont montées avec l'appareillage qui va bien. Les usages peuvent être différents. Donc l'unité, en tout cas dans l'industrie, c'est l'unité qui prime, même si après les calculs sont faits régulièrement pour du dimensionnement d'opération. Oui, et puis il y a un calcul à faire entre une brique neuve posée avec du mortier de ciment ou une brique de réemploi posée avec du mortier de chaux ou bâtard qui n'a pas été refaite et puis qui pourra être réemployée plusieurs fois. Et donc c'est en faveur de la brique déjà presque dès le début, et puis plus on continue, plus elle est réemployée, et plus ça reste en faveur des briques qui ne sont pas recuites et qui ne sont pas refaites en neuf à chaque fois. C'est vrai qu'il y a un calcul à faire qu'on n'a pas fait. Mais à mon avis, il est plutôt en faveur du réemploi plutôt que de l'utilisation d'un mortier de ciment. Merci beaucoup pour ces réponses et merci pour ces questions. On se dit 15 minutes de pause ici en présentiel et puis voilà, pour les gens derrière leur écran. On se retrouve juste après pour notamment la partie table ronde et puis la conclusion de cet après-midi. Merci à tous et à toutes.